Beaucoup d'être là. On est vraiment très content de vous compter des nôtres pour cet événement qui porte sur un thème d'importance pour l'Est de Montréal, à savoir l'économie circulaire. Un thème qui est en fait en quelque sorte une carte de visite de l'Est de Montréal pour ce qui est de son devenir économique. Pourquoi une carte de visite? Ben, notamment parce que c'est dans l'Est de Montréal, à travers un projet de PME Montréal, PME Montréal Est de l'île, à travers le projet donc Synergie, que l'on a développé le concept d'économie circulaire le plus largement à l'échelle de la métropole. Donc, déjà, c'est un atout, en fait, un élément, une caractéristique de l'Est de Montréal que ce développement de l'économie circulaire. Et on en est très fiers parce que, reconnaissons-le, c'est un mouvement qui est là pour durer, qui va s'inscrire à travers, je dirais, ce qui sera incontournable de faire avec le temps. On est tous conscients des enjeux environnementaux que nous rencontrons à l'échelle de la planète. Alors, c'est une des voies de solution qu'il y a pour réduire l'empreinte environnementale que d'adopter des stratégies d'économie circulaire. Alors, sur ce, on espère que ce panel va vous permettre, en fait, de comprendre de quelle manière des entreprises de l'Est de Montréal ont implanté, développé des projets d'économie circulaire et quel type d'impact ça a eu, non seulement pour leur organisation, mais également pour la collectivité. Espérant que tout ça puisse vous inspirer à l'échelle de votre organisation, de votre entreprise et que l'on déploie ce mouvement le plus largement possible dans l'Est de Montréal et à l'échelle de la métropole. Donc, j'aimerais dans un premier temps remercier nos partenaires de cet événement, donc Keurig, Dr Pepper Canada, Suncor, de même que TC Transcontinental. Merci à vous pour ce soutien en tant que partenaire à cette thématique qui est d'importance pour notre territoire. Permettez également que je salue le député de Bourget, M. Richard Campeau, qui est également adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Vous aurez l'occasion de l'entendre un peu plus tard. Il est avec nous, donc bonjour, M. Campeau. Merci d'être des nôtres. Alors, pour votre information, l'activité ce matin sera enregistrée, en fait, afin de la rendre disponible à ceux qui ne pouvaient être des nôtres ce matin. Alors, pour votre information, elle sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube, parce que oui, nous avons une chaîne YouTube avec quelques-unes de nos activités d'importance. Alors, l'activité va aller comme suit. Ce sera tout d'abord une conversation avec nos panélistes, suivie d'une période de questions. Alors, préparez vos questions et il y aura le mot donc de conclusion par le député, M. Campeau. J'aimerais vous présenter maintenant nos quatre panélistes avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir. Il s'agit notamment de M. Stéphane Glorieux, président de Keurig Dr Pepper Canada. Alors, Keurig Dr Pepper Canada, c'est la dénomination commerciale qui regroupe Keurig Canada et Canada Dry Mots. L'entreprise propose une large gamme de boissons sous plus de 60 marques différentes, de même que les cafetières Une tasse à la fois de Keurig. Alors, merci d'être des nôtres, M. Glorieux. Il y a également M. Jean-Luc Lavergne, président et fondateur du groupe Lavergne, une entreprise qu'il a fondée en 1986 et qui, depuis sa création, a développé des technologies exclusives qui lui permettent de recycler des plastiques post-consommation en résine de haute qualité qui sont par la suite réutilisés dans des nouveaux produits. Alors, merci d'être des nôtres, M. Lavergne. Il y a également Mme Sophie Labelle, directrice de l'ingénierie à la raffinerie Suncor de Montréal, une entreprise énergétique exploitant les ressources pétrolières de façon responsable, de même qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelables. J'ajouterais que Suncor est également un des grands partenaires de la Chambre. Merci d'être des nôtres, Mme Labelle. Et également M. Charles-David Mathieu-Poulain, qui est conseiller principal en économie circulaire à TC Transcontinental. TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La société est également le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Merci, M. Mathieu Poulain, d'être des nôtres. Alors, vous allez voir plutôt qu'ils forment à leurs quatre un groupe particulièrement inspirant et inspiré pour leur avoir parlé il y a quelques jours. Donc, entrons dans le vif du sujet. Le concept d'économie circulaire n'étant pas encore très connu, je pense qu'il serait intéressant de vous entendre sur la perception que vous en avez, la définition que vous vous donnez de l'économie circulaire, parce que ça peut prendre différentes formes suivant le domaine dans lequel on œuvre. Donc, je vous mets au défi dès la première question. J'aimerais vous entendre en quelques secondes sur votre définition de l'économie circulaire et je commencerai avec vous, Madame Labelle.
Oui, merci. L'économie circulaire pour Suncor, ça se traduit vraiment par la recherche de synergie. Fait qu'en matière d'économie circulaire, comme dans les autres avenues de développement durable pour Suncor, c'est vraiment, nous devons collaborer puis mettre en commun nos forces, notre expertise, nos infrastructures avec nos partenaires dans les secteurs d'activité qui convergent avec les nôtres. Puis c'est vraiment pour se rendre collectivement où nous devons être sur le plan économique puis en matière de développement durable. Merci et bravo pour l'exercice de synthèse. On poursuit avec M. Glorieux de Curig. Oui, alors je voudrais juste dire merci à la Chambre de nous avoir invités. Moi, c'est la première fois que j'ai la chance de parler avec les gens de la Chambre de commerce de l'Est. Et nous, on est très fiers de faire partie de l'Est de Montréal. On a à peu près 800 employés qui sont, comment dire, aident tous les jours là, à donner du bon café et des différents produits. Donc, on est content. Et moi, ma définition va être très simple. C'est de dire, pour nous, c'est un cheminement. On a progressé là-dedans. On passe du recyclage. Et quand on dit, pour moi, économie circulaire, c'est deux mots, c'est réutiliser et revaloriser. Hein, c'est là où on commence vraiment à parler. C'est un travail de longue haleine et j'espère avoir l'occasion aujourd'hui d'en parler un peu plus. Merci, merci pour ça. On poursuit avec M. Lavergne. Pour moi, c'est fait partie de notre ADN. On est le maillon manquant dans la partie des plastiques de fin de vie parce que pour nous, le plastique, la circularité, c'est que nous, on rend le plastique circulaire. Donc, tout ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on réussit à faire en sorte qu'ils n'ont pas besoin d'aller creuser pour aller chercher des ressources naturelles et prendre des produits de fin de vie et les retourner en matières premières qui vont servir à des matières. Et puis, on le fait d'une façon avec la circularité. Merci. On poursuit avec M. Mathieu Poulain. Je vais tenter de résumer les trois en une phrase. Pour moi, l'économie circulaire, c'est de conserver le plus longtemps possible la valeur d'un produit ou d'un matériau. Donc, de s'assurer que sa durée de vie est le plus longue et justement la revalorisation, le recyclage, la réutilisation, ces trois solutions qui nous permettent d'y arriver. Excellent. Donc, on voit qu'il y a des variantes. Moi, je vous partage la mienne. Je dis souvent que l'économie circulaire, c'est de faire en sorte que les extrants d'une entreprise deviennent les intrants d'une autre entreprise. Donc, au lieu d'avoir à enfouir ses propres déchets en tant qu'entreprise, on peut les vendre à quelqu'un qui souhaite se les procurer pour utilisation dans la fabrication d'un produit donné. Donc, voilà, ça pose le cadre. Alors, maintenant, parlons des projets d'économie circulaire qui sont les vôtres, donc, et de ce qui vous a amené, de vos motivations qui vous ont amené à vous engager dans une démarche d'économie circulaire. Donc, voilà, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'économie circulaire et puis qu'est-ce que ça a généré comme projet au sein de votre entreprise? Commençons avec vous, M. Mathieu Poulain. Parfait. Bien, pour nous, c'est vraiment une réflexion qu'on a eue chez Transcontinental sur comment est-ce qu'on peut embarquer nos produits, nos services dans la transition écologique. Donc, la réflexion a commencé il y a plusieurs années dans l'imprimerie, dans le papier, qui est notre ADN. Mais c'est sûr que ça s'est accéléré dans les dernières années lorsqu'on a fait notre transformation vers l'emballage souple et le plastique. Je vais utiliser l'exemple de notre cobaye, le Publisac. Donc, on souhaitait que le Publisac devienne un produit qui est plus durable. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit le cas. Et notamment, l'idée de faire le sac en résine recyclée est vraiment venue de l'avant. Et donc, on a commencé à faire nos recherches sur le marché. Est-ce qu'on est capable de trouver des résines de qualité pour réussir à faire un sac de plastique recyclé en qualité suffisante, mais aussi en quantité suffisante et localement? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y aurait des enjeux si on voulait continuer à faire ces démarches-là, de trouver ces résines-là sur le marché. Et donc, le choix stratégique de Transcontinental a été d'embarquer dans une démarche d'intégration verticale, c'est-à-dire de nous-mêmes devenir un recycleur de plastique et de produire nos propres résines de plastique recyclé. Donc, on a annoncé en février 2020, il y a un an, la création du groupe recyclage, donc un nouveau groupe chez Transcontinental. Et on a fait en juin 2020 l'acquisition des actifs d'une entreprise de l'Est de Montréal qui s'appelle Enviroplast. Et donc, on a maintenant notre première usine de recyclage de plastique souple ici au Québec, dans l'Est, qui nous permet de prendre des plastiques provenant de sources commerciales, industrielles, agricoles
et des centres de tri ici du Québec pour les transformer en résine qu'on va par la suite remettre dans nos produits d'emballage, dont le Publisac qui est maintenant, depuis 1 an et demi, fait à 100% de plastique recyclé. Donc, tout a commencé un peu de ce projet-là, mais c'est devenu vraiment un axe stratégique pour l'entreprise maintenant. Et une belle avancée pour l'environnement. Si on poursuit avec vous, M. Glorieux, au sein de Keurig Dr Pepper. Comment ça se Alors, pour nous, écoutez, l'environnement, ça fait partie de l'ADN de nos produits, puis de comment on commence notre voyage de donner un produit à nos clients. Écoutez, le café, ça commence sur une ferme, ça commence avec toute cette notion-là. On est passionné par ça. Je dirais même que maintenant, depuis cette année, on a officiellement franchi la barre où 100% de notre café est en fait responsable. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et quand on continue, on a commencé à réfléchir aux produits qui sont associés avec ce qu'on offre. Et donc, on a eu ce voyage avec la COP recyclage, donc la dosette. Et on a décidé donc de la rendre recyclable depuis déjà 3 ans. Donc, ça a été quelque chose qui a été important pour nous. Je dirais que ça a amené beaucoup de fierté puis beaucoup de mouvement dans cette voie-là et on a décidé de continuer. Et c'est là où je pense que le parcours est intéressant, c'est qu'on a décidé de continuer justement dans la réutilisation des produits. Et c'est là où l'économie circulaire commence à être intéressante. C'est donc de s'associer avec Jean-Luc et son équipe pour réintroduire des plastiques dans nos cafetières. Donc, on a déjà 2 cafetières avec cette flexibilité-là et on est très fiers. C'est un beau partenariat. J'espère qu'on aura la chance d'élaborer aujourd'hui. Et on ne veut pas s'arrêter là. En fait, on pense que ça, c'est simplement une étape. On est extrêmement engagé. On le fait toujours dans un esprit de collaboration. Donc, cette fameuse COP recyclable, on l'a fait avec beaucoup de partenariats dans les centres de recyclage, dans les différentes provinces dans lesquelles on opère. On continue dans l'équipe d'économie circulaire, ça va être la même démarche où Keurig Dr Pepper va être en fait un accélérateur en ayant des liens et je suis très fier d'être sur le panel avec Jean-Luc encore aujourd'hui pour témoigner de ça. Donc, oui, on aura l'occasion d'en découvrir davantage quant à cette collaboration étroite que vous avez avec M. Lavergne. Si on regarde du côté de Suncor, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'économie circulaire? Bien, comme mentionné tout à l'heure, c'est vraiment la synergie qu'on a avec les entreprises locales qui favorise notre démarche. Fait que nos liens d'affaires avec nos fournisseurs dans l'Est de Montréal favorisent la circulation des biens et des services pour l'exploitation puis l'entretien de notre raffinerie et de nos autres installations. Ça assure un maintien puis une création d'emplois. C'est vraiment, on dépend vraiment les uns des autres. Fait qu'un bon exemple de ça, c'est la chaîne du polyester. Fait que en effet, là, dans un périmètre assez restreint de quelques kilomètres carrés, il y a 4 entreprises qui produisent la matière première de l'une et de l'autre. Donc, cette chaîne-là existait déjà, puis on en est devenu comme une partie intégrante avec la raffinerie de Montréal lorsque Suncor et Petro-Canada ont fusionné en 2009. Au début de la chaîne de fabrication, il y a la raffinerie qui fournit les xylènes à Chimie Parachem, qui ensuite les convertit en paraxylène. Donc, les xylènes proviennent de la transformation du pétrole, qui, après une série d'étapes de transformation et de purification, génère du paraxylène à haute pureté. Le paraxylène est ensuite acheminé à Indorama PTA Montréal, qui le transforme en un produit intermédiaire, le PTA, donc soit l'acide téréphaltique purifié. Indorama PTA Montréal, c'est le seul producteur de PTA au Canada, puis il offre la principale matière première utilisée dans la fabrication du polyester en le dirigeant vers Celanese Canada.
qui, eux, s'en servent pour fabriquer du PET, donc du polyéthylène terephthalate, un plastique recyclé employé dans la fabrication de nombreux produits, que ce soit des bouteilles, des fibres textiles, pellicules et des résines pour les peintures. Un dernier point intéressant pour compléter la boucle de la chaîne, c'est vraiment le PTE est recyclable, comme j'ai mentionné. Donc, certaines entreprises spécialisées au Québec transforment le PTE provenant de la consigne ou des bacs de recyclage en une résine recyclée de type ou de grade alimentaire qui provient des bouteilles post-consommation. Fait que vraiment, là, voisines, ces usines-là, là, ils forment les maillons d'une chaîne de polyester dans l'Est. La proximité des installations nous permet de réduire les frais de transport, diminue aussi la quantité de produits qui doit être manutentionné, puis favorise vraiment l'écologie industrielle. Et c'est assez unique au Canada, hein, cette chaîne de polyester. Effectivement, oui. C'est la seule. Alors, encore là, un atout intéressant pour l'Est de Montréal. Merci, Mme Labelle. Alors, qu'est-ce que vous diriez qui sont les clés du succès d'un projet en économie circulaire? Qu'est-ce qui est vraiment déterminant pour qu'un projet de cette nature-là réussisse? Si on commençait avec vous, M. Glorieux. Ben, les clés du succès, puis moi, j'aimerais aussi beaucoup faire appel à M. Lavergne, Jean-Luc, parce que je pense que une phrase qu'il utilise souvent, c'est la collaboration. Pour moi, je pense que c'est pas facile de faire ça. Je veux juste être très clair, c'est quand on commence dans une démarche comme celle-là, vous en faites allusion, hein, Christine, ça commence, c'est un début. Et dès qu'on parle de début, on parle de beaucoup de défis, beaucoup d'étapes à franchir. Et pour nous, c'est important d'avoir des partenaires qui soient fiables parce que nos produits sont de grande distribution. Et comme ils touchent directement aux clients, on a des règles à suivre qui sont extrêmement rigoureuses pour s'assurer que les clients ont évidemment l'expérience qui s'attendent dans l'utilisation de nos produits. Fait que les facteurs du succès, c'est à bien des égards, c'est d'être très résilient. Et puis, on a eu plusieurs étapes, Jean-Luc et moi, où ça n'a pas toujours été facile dans le cheminement pour mettre des cafetières avec du plastique recyclé. Oui, ça existe, mais la chaîne est compliquée. Dans notre cas, pour être très clair, tous les infuseurs qu'on fabrique sont fabriqués en Asie. Donc, imaginez, on a dû envoyer les plastiques faits au Québec. Donc, il y a un peu de Québec à l'intérieur de nos cafetières. J'aime ça le mentionner. Je trouve ça le fun de pouvoir dire ça. Mais c'est pas facile. Et je pense que comme précurseur, il faut avoir cette sagesse-là de comprendre qu'on est en train de défricher et puis ça prend des gens particuliers pour arriver à pousser, mais c'est une belle avenue devant nous. C'est le fun, c'est très, très encourageant et les gens aiment voir ça. Mes employés sont très encouragés. Ils m'encouragent également à pousser. Vous allez voir, on a présentement 2 infuseurs, mais on va en avoir bientôt beaucoup plus. Et même, on va monter le niveau qu'on a à l'intérieur de plastique recyclé qu'on utilise. Donc, comment dire, la trajectoire fait juste débuter. Mais résilience, collaboration, je dirais que c'est ça les 2 points que j'aimerais mentionner. Résilience, un mot très accolé à l'année 2020. Donc, on a tous développé quelque part une plus grande résilience. Absolument. On est tous un peu plus prêts pour l'économie circulaire. Donc, alors, si on poursuit avec vous, M. Lavergne. En fait, ce qui est formidable, c'est quand on peut avoir des grands donneurs d'ordre comme Dr Pepper Curry qui parlent de nous, et puis en bien de ce qu'on a fait. Et puis, ce que Stéphane dit souvent, on a été aussi l'occasion d'en discuter aussi dans d'autres panels à certains moments donnés. C'est pas évident de rentrer dans une chaîne d'approvisionnement qui est quand même globale, dans un contexte où est-ce qu'on va commencer complètement à redéfinir la façon de se procurer du produit. Et aussi, il faut enlever aussi l'autre complexité qu'on a, nous, c'est qu'il y a quand même aussi le plastique existe. En fait, le recyclage plastique existe depuis que le plastique existe. Mais la connotation recyclée amène aussi souvent une connotation négative, soit de façon que c'est des perceptions ou des cas de passé qui étaient probablement pas faits d'une façon adéquate.
Donc, nous, on devait passer à travers ça. Et puis là, c'est sûr qu'avec plus d'une trentaine d'années à réussir à faire ça et puis à le développer, ça nous permet d'aller encore à des niveaux beaucoup plus rapides. Donc, notre collaboration avec Keurig a été quand même apportée de ça a été très rapide. Malgré les complexités, on a vu qu'il y avait eu déjà, on avait eu quelques autres clients qu'on avait réussi à passer. Donc, ça nous a permis d'aller plus rapidement, ça. Mais c'est quand même là, quand je regarde ce qu'on fait aujourd'hui, on continue à le faire. Je pense que nous, ce qui est important aussi de notre part, c'est de s'assurer que qu'est-ce que les gens, le consommateur sait aujourd'hui. On parle de collaboration, on parle de transiger aussi, mais on parle aussi de transparence. Donc, dans la collaboration, le fait qu'est-ce qu'on le fait, on le fait vraiment pour de vrai. Ce n'est pas du greenwashing, c'est fait quelque chose qu'on peut dire qu'on prend des produits de fin de vie. Il y a effectivement une amélioration extraordinaire en termes de réduction de carbone. On parle des plastiques que l'on fabrique, on parle d'environ 90 de réduction en termes de carbone. Donc, c'est énorme. Et puis, par la suite aussi, ce qu'on peut réussir à faire, c'est qu'on remplace la matière vierge. Fait que ce qu'on fait pour des gens comme Keurig, c'est qu'au lieu de prendre la matière qui, normalement, viendrait des ressources naturelles, on prend une matière qui était de fin de vie. Un peu ce que vous aviez dit tout à l'heure, Christine, c'est un produit de fin de vie dans ce contexte-ci qui peut devenir de certains autres produits. Et on les remet en matière première pour fabriquer un produit. Et ces produits-là sont recyclés, recyclables. Donc, si on parle vraiment d'une boucle qui peut être à l'infini, donc nos technologies nous permettent de faire ça. C'est aussi l'autre chose qui est formidable parce que souvent, les gens qui fabriquent la résine vierge vont souvent dire que des technologies comme la nôtre ne sont pas nécessairement adéquates. Mais là, on démontre que par des faits du niveau commercial, parce que ce qu'on fait, on le fait à l'échelle commercial. Donc, ce n'est pas des petits projets qu'on a les zones pilotes. C'est vraiment fait à l'état commercial qu'on réussit à le faire. Donc, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles quand les gens parlent de nous. Et nous aussi, pour terminer avec ça, c'est que nous, il y a environ 2 ans, on traitait souvent aussi des matières vierges. Et nous, il y a environ 2 ans, on a décidé d'aller travailler exclusivement avec les produits recyclés. Donc, on a vraiment fait, on dit en anglais, leap of faith, on a vraiment pris l'angle d'aller dans dire si on va là-dedans. Et donc, s'il y a des gens qui ne sont pas intéressés d'avoir des matières recyclées, on se regrette, on ne pourra pas les aider. Nous, on veut vraiment travailler avec nos collaborateurs qui veulent avoir ça et qui ont pour cœur de mettre l'énergie pour réussir à faire ce genre de pas-là vers une économie circulaire et puis d'une façon commerciale. Donc, grâce à l'économie circulaire, on a maintenant des composantes de nos produits qui peuvent aspirer à l'immortalité. C'est quand même intéressant. Alors, poursuivons avec M. Mathieu Poulain du côté de TC. Je vais utiliser un mot qui est sorti déjà quelques fois dans la discussion, qui est la collaboration. Donc, on s'est rendu compte assez rapidement dans nos démarches que c'est un enjeu. Puis, je vais utiliser un mot qui est sensible et populaire présentement. C'est un enjeu qui est systémique dans le recyclage. Que ça ne sera pas nécessairement une seule entreprise qui va réussir à changer le système et à réussir à changer le paradigme de l'économie plus linéaire, mais ça va prendre une collaboration tout le long de la chaîne de valeur. Pour raconter une histoire, on a un projet justement collaboratif avec Keurig, Dr Pepper Canada, Danone, Cascade, Dynapack et l'industrie canadienne de l'industrie de la chimie, un projet qui s'appelle le Groupe d'action plastique circulaire, le GAPC. Qui est né justement de rencontres un peu comme on fait aujourd'hui en personne il y a quelques années, alors que plusieurs gens en économie circulaire, en développement durable, de toutes ces entreprises-là se voyaient dans des conférences et on se rendait compte qu'on avait vraiment un enjeu commun qui était on a des objectifs, on veut mettre plus de contenu recyclé, on aimerait ça que ça vienne d'ici, du Québec, que ce soit des matières qui sont locales. Mais malheureusement, ce qui sort des centres de tri n'est pas aligné avec nos besoins à nous ici. Et donc, on s'est dit, sachant qu'on a tous le même problème, aussi bien se mettre ensemble et l'attaquer tous ensemble et essayer de faire un plus gros changement puis de faire ça en travail d'équipe. Donc, c'est un super beau projet qu'on a la chance de faire avec tous ces joueurs-là. Je vous invite à aller voir notre site gapc.ca si vous voulez en apprendre plus. Mais le but, c'est de vraiment faire des changements concret à court et moyen terme dans la chaîne de valeur du plastique au Québec. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. On a un projet qui est super fédérateur et on voit des résultats déjà. Et donc, je trouve que c'est encourageant. C'est un bel exemple que quand on se met tout le monde ensemble, même si on n'a pas nécessairement des partenariats existants de clients, fournisseurs, par exemple, mais bien qu'on a des enjeux communs, on peut réussir à changer le système en question et à l'améliorer. Donc, j'irai pour la collaboration.
Donc, la collaboration peut faire toute la différence dans ce cas-ci. Merci. Du côté de Suncor, si on regarde vos projets, votre approche en fait en matière d'économie circulaire, est-ce que ça concerne un département en particulier ou c'est beaucoup plus large que ça? Oui, ben, effectivement, la démarche entourant un projet va mobiliser pas seulement un département, ça va être plusieurs équipes qui vont l'évaluer vraiment sur tous ces aspects. Donc, c'est beaucoup plus large. La recherche et développement joue un rôle vraiment important pour ce qui est de développer de l'économie circulaire dans le domaine énergétique. Fait que les défis, puis je pense qu'il y en a quelques panélistes qui l'ont déjà mentionné, les défis que représentent ces nouveaux projets peuvent être vraiment nombreux. Il faut vraiment être résilient. Dans l'Est, Suncor s'intéresse depuis plusieurs années à un projet pilote de capture de carbone qui est placé à Chili-Parakem. L'usine était sous la gouvernance de CO2 Solutions, mais en raison de problèmes financiers, elle a cessé ses opérations. Mais nous avions offert vraiment l'espace pour la construction de l'unité de démonstration et la fourniture de commodités comme l'eau, la vapeur, l'électricité. Cette technologie consistait à utiliser un enzyme pour capturer le carbone puis produire un CO2 à haute pureté sans qu'aucun résidu toxique ne soit généré. L'objectif premier était vraiment de réutiliser le CO2 capturé par l'usine et le revaloriser en un produit à valeur ajoutée tel le méthanol ou l'acide acétique. L'usine, comme telle, capturait à peu près 10 tonnes de CO2 par jour, qui représentait environ 2 véhicules de moins sur nos routes par jour. L'école polytechnique, heureusement, est maintenant propriétaire de l'usine de capture de CO2 qui est située chez Parakem, puis est en voie à remettre l'unité en fonction. Polytechnique s'est aussi associé avec l'Université McGill pour reprendre les travaux de valorisation du CO2. Puis dans le cadre de ce deuxième volet-là, il y a des unités de démonstration de conversion de CO2 en méthanol ou en diméthyléther qui vont être construits sur le site de Parakem au courant des prochains mois. Fait que malgré toutes les difficultés que ce projet pilote a pu avoir, on a encore un grand intérêt dans cette technologie et puis on va poursuivre là, avec eux. Une bonne nouvelle de savoir que ce projet est appelé à prendre son nouvel envol. Du côté de Keurig, est-ce que vous diriez, M. Glorieux, là, que en ce qui a trait à vos employés, est-ce que votre engagement dans l'économie circulaire contribue à attirer, par exemple, des nouveaux employés ou encore à les mobiliser? Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact de ce côté? Absolument. J'aimerais juste en profiter pour... on découvre toujours des choses dans les panels. Sophie, nous, le PET, on aime bien ça. Alors, on a en effet, oui, on a nos dosettes, mais on a également tous les breuvages et on a une vision très claire d'avoir 100% de nos breuvages qui soient recyclés. Donc, il va falloir que je me rapproche pour comprendre la filière de l'Est ici. Nos jeunes sont évidemment, ils ont soif de ça. C'est très clair que, écoutez, moi, j'ai 3 jeunes adultes chez moi. Nos jeunes veulent voir de l'action, et c'est très clair pour moi que ce qu'on fait contribue à non seulement l'attraction, mais la rétention des gens qui travaillent avec nous. Ça fait au-delà de 4 ans qu'on est reconnu comme employeur, un des top 100 employeurs au Canada. Et ça fait partie de ce qu'on aime, pouvoir communiquer. Et c'est clair que je vais continuer à vouloir que ce soit quelque chose qui nous distingue. On a même un programme qu'on appelle Soif de faire du bien. Ça va bien qu'on travaille dans les breuvages, d'avoir un thème comme celui-là. J'espère que vous avez tous eu votre café ce matin et qu'en après-midi, vous aurez un breuvage de votre choix. Mais nous, bien heureux d'être dans ça. Je trouve que c'est un endroit qui est agréable et le fun, mais en même temps inspirant quand on peut amener ça. Donc, totalement d'accord, Christine, c'est une valeur qui est importante. Puis là, justement, l'économie circulaire, on commence. Les gens sont de plus en plus curieux.
je vous annonce, là, en primeur, on va avoir notre premier infuseur à 50 de plastique recyclé. On n'a pas ça encore. Et je suis excité de ça parce que je pense qu'on est curieux de voir la réaction de nos clients, nos consommateurs, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand on dépasse un chiffre comme celui-là. Donc, on va continuer. C'est simplement un départ et Jean-Luc, lui, il faut qu'il nous aide parce que nous, quand on construit, on pousse comme ça, l'important, c'est que l'autre bord, il puisse suivre. Fait que, pour l'instant, je suis convaincu, là, il va le faire, mais c'est ça qui est le fun. Il faut que tout se tienne dans ça. Hein. Quand nous, on pousse, il faut que les gens nous suivent. Donc, ça contribue à enrichir, on pourrait dire, la marque employeur, là, particulièrement auprès de Oui, la jeune génération. Là. Tout à fait. Alors, le signal est lancé. Justement, M. Lavergne, du côté de vos clients, est-ce que l'économie circulaire est un élément important pour vos clients et de quelle manière est-ce que c'est communiqué? En fait, moi, je pense que ce que Stéphane disait, puis même Charles-David aussi, puis Sophie, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est une pleine transformation. Et puis ça, c'est perçu avec ce qui est arrivé il y a quelques années avec la Chine qui a carrément arrêté de devenir la poubelle du monde. Donc ça l'a amené, on peut dire qu'au lieu de balayer sous le tapis les rejets, mais ça nous a remis un peu les choses en perspective. Donc, dans des pays développés comme le nôtre, mais ça devient important. Donc, il y a une pression qui s'est faite et il y a des gens qui avaient embarqué un peu plus rapidement que d'autres. Et puis là, je pense qu'il y a comme une poussée vers ça. Fait que c'est effectivement un modèle d'affaires qui va devenir de plus en plus important, un peu ce que Stéphane disait tout à l'heure, le fait qu'ils veulent augmenter la quantité. La première chose, c'est que ça fonctionne. C'est ça. C'est beau de leur dire qu'on fait le plastique recyclé, mais il faut que ça fonctionne. Il faut que ça soit économiquement viable. Et puis, le fait qu'on peut commencer, c'est parce que là, la confiance est en train de prendre place. Fait que la communication, pour moi, une part, c'est important de pouvoir le faire. Et puis d'ailleurs, quand on parle de collaboration, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement normales, mais moi, j'ai des clients qui se parlent entre eux autres pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, moi, j'ai des clients qui vont être dans un secteur d'activité, qui vont parler à Keurig dans un autre secteur d'activité pour voir comment est-ce que ça a réussi. Puis moi, je trouve que cette collaboration-là, qui normalement n'est pas en tout accessible, devient importante. Fait que la communication qu'on fait, tout à l'heure, je parlais de transparence, de le dire que ce qu'on fait, on le fait vraiment. Chez nous aussi, on s'assure que les gens qui viennent visiter chez nous, aujourd'hui, même, on a installé des systèmes de caméras pour pouvoir faire des visites virtuelles parce que, naturellement, ça nous a amené à repenser un peu la façon que les gens visitaient parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, on est même en train de travailler avec un système de réalité virtuelle pour faire des présentations. Donc, c'est communiquer comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs ont soif de ça. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde l'économie, la jeune économie, on peut dire les gens, ils ne veulent pas avoir des poubelles chacun de chez eux. Ils veulent avoir de quoi qui peut fonctionner. Et pour nous, ce qui est de la musique à nos oreilles, c'est que ce qu'on a fait depuis une trentaine d'années, ce qu'on continue à évoluer, c'est qu'il y a de plus en plus de clients comme Keurig qui veulent le regarder comme transcontinental. Fait que pour nous, je pense qu'on fait, nous autres aussi, c'est un peu ce que ça fait, même si ça fait 30 ans qu'on est là, je pense qu'on a vraiment, c'est un nouveau pour nous autres qui va à une échelle qui va encore plus s'accentuer. Donc, c'est très important et c'est important de le communiquer. C'est important de le communiquer aussi aux consommateurs. Parce que, tu sais, si vous achetez une infuseuse de chez Keurig, puis vous faites par rapport à des compétitions, pour ne pas nommer la compétition, mais vous avez un impact majeur quand vous faites ça parce qu'eux autres réussissent à augmenter ça. Donc, on fait aussi tourner la roue. Aussi. La circularité va aussi sur le fait du choix de ce que vous allez faire en termes d'achat de produits. Donc, un élément de fidélisation qui est particulièrement important, un signe distinctif aussi qui permet à l'entreprise de se démarquer. Du côté de chez TC, donc, de quelle manière est-ce que ça importe à vos clients, puis de quelle manière est-ce que c'est communiqué? C'est certain que c'est essentiel. Donc, nous, on est une entreprise manufacturière. Donc, comme on dit, on est B2B, business to business. Donc, nous, nos clients, ce sont les marques comme les Keurig, qui, eux, ont comme clients les consommateurs. Donc, c'est certain qu'avec la pression qui vient des consommateurs, les choix éco-responsables qu'ils veulent faire, nos clients, nous, les grandes marques, veulent développer des produits qui sont innovants, qui sont plus éco-responsables. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner là-dedans. C'est de faire, nous aussi, la recherche et développement de notre côté, sortir des nouveaux types de produits recyclables, compostables, contenant du contenu recyclé, faire un support technique aussi, donc de nos équipes techniques de R&D à l'interne et aux équipes de nos clients
pour qu'on puisse trouver des solutions parce qu'évidemment, il y a certains plastiques qui ne sont pas recyclables présentement, mais il y a des bonnes raisons à ça. C'est que c'est des plastiques qui aident à allonger la durée de vie, par exemple, à protéger les produits. Et donc, c'est important en faisant ces changements-là de conserver ces attributs-là parce qu'on ne veut pas créer un autre problème qui est, par exemple, les déchets alimentaires, par exemple, ou que des produits n'aient pas la même durée de vie sur les tablettes. Et pour ça, nous, on a un rôle aussi à former nos équipes de vente à l'interne. Donc, comment est-ce qu'on peut leur donner les outils nécessaires pour aller vendre ces nouveaux produits-là, pour bien comprendre pourquoi ils sont bons pour l'environnement et pour aller dire à nos clients, on a des nouvelles options, elles sont meilleures pour l'environnement, embarquez dans cette démarche-là et dans ce but-là avec nous. Et justement, un peu comme le disait Jean-Luc, les aider à comment ils peuvent communiquer ces gains-là, soit directement sur l'emballage, de la manière que ça soit écrit, ou dans une campagne, et s'assurer que l'étiquetage est bien fait, qu'il n'y a pas de risque. Justement, on parle d'éco-blanchiment, de greenwashing. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'être les experts sur ce sujet-là, sur l'emballage durable, et donc d'accompagner nos clients. Mais c'est certain que la grande majorité de nos grands clients ont leurs propres objectifs et leurs propres stratégies d'économie circulaire. Et notre rôle, c'est de les accompagner là-dedans. Merci. Allons du côté maintenant des investissements chez Suncor. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous en termes d'investissement, cet engagement en économie circulaire? Dans le secteur d'énergie, typiquement, les projets d'économie circulaire représentent quand même des importants investissements. Dans certains cas, il faut vraiment des partenariats aussi qui sont nécessaires. Puis c'est ce qu'on fait avec notre partenaire de l'entreprise québécoise Enerkem. Qui ont un procédé industriel là, qui permet la production de méthanol et d'éthanol à partir de matières résiduelles. Fait que depuis 2019, nous sommes un partenaire important avec Enerkem à leur usine de valorisation de matières résiduelles municipales à Edmonton, puis un partenaire mineur dans le projet de construction à Varennes, soit recyclage carbone Varennes. Notre travail avec Enerkem est réellement une histoire de collaboration, comme tous les panélistes ont mentionné. Notre rôle au sein de l'usine de démonstration est vraiment de gérer les défis liés au processus et à la fiabilité qui est normalement éprouvée dans ce type d'exploitation qui est vraiment intégrée. C'est vraiment de fournir notre expertise en excellence opérationnelle à l'exploitation et à la maintenance de cette installation à l'échelle commerciale. Puis, on y a investi à peu près 126 millions en 2019. Les résultats sont très encourageants. À la fin d'octobre 2020, l'installation a atteint un jalon important, ayant produit et vendu 1 million de litres d'éthanol. Puis depuis 2021, l'usine d'Edmonton produit seulement du méthanol pour le marché commercial de la Grande-Bretagne. L'exploitation de l'usine à Edmonton nous a vraiment permis de mieux comprendre la technologie et son fonctionnement. Puis c'est ce qui va nous profiter, dans le fond, dans la conception de celle de Varennes. Fait que la nouvelle installation au Québec, fait que le recyclage carbone Varennes, va convertir les déchets commerciaux et industriels pour produire des biocarburants et des produits chimiques renouvelables. Donc, un peu différent là, en termes d'alimentation de matières premières que l'usine d'Edmonton. Merci. Donc, des engagements importants en termes d'investissement. Merci pour ces éclaircissements. Si on regarde, on le disait tout à l'heure, c'est un secteur qui est appelé à évoluer rapidement, de manière significative au cours des prochaines années. Donc, comment est-ce que ça se traduit en termes d'objectifs que vous souhaitez atteindre? Quels sont vos objectifs, par exemple, chez TC d'ici 2025 ou 2030 en regard de vos projets d'économie circulaire? C'est certain que pour nous, c'était essentiel de mettre des objectifs ambitieux et aussi fédérateurs au sein pour nos employés aussi, pour qu'on ait tous un but commun. Donc, en mars 2019, on a décidé de signer l'engagement mondial pour la nouvelle économie des plastiques de la fondation Ellen MacArthur, qui est une fondation mondiale qui regroupe pas mal toute la chaîne de valeur des plastiques pour justement réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait amener les plastiques vers l'économie circulaire. Donc, on a été les premiers manufacturiers d'emballage canadiens à le faire et toujours les seuls 2 ans plus tard. Et au sein de cet engagement-là, on a pris 3 grands objectifs. Le premier, c'est que 100% de
de nos produits d'emballage soient recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2025. Donc, pour l'instant, on est autour de peut-être 40 % de nos emballages qui sont considérés comme recyclables ou compostables, en théorie. Et donc, l'aspect théorique est intéressant. On veut que 100 % soit théoriquement recyclable, mais on sait qu'il ne faut pas que ça soit seulement recyclable en théorie, il faut que ça soit aussi en pratique. Donc, ça, c'est notre deuxième objectif, c'est justement d'avoir des projets comme le GAPC que j'ai parlé plus tôt, pour que dans les communautés dans lesquelles nous sommes ou dans lesquelles nos produits sont distribués, que l'accès, la collection, de la récupération des plastiques souples soit amélioré et que le recyclage aussi de ces produits-là soit amélioré. Pour nous aider dans notre troisième objectif, c'est qu'on aimerait atteindre 10 % de contenu post-consommation dans l'ensemble de nos produits et services. Donc, on parle environ de 16 000 tonnes de plastique recyclé annuel qu'on a besoin, donc c'est assez majeur. Pour vous donner une idée, il y a à peu près peut-être 6 000 tonnes de plastique souple qui sortent des centres de tri au Québec. Donc, ça vous donne une idée de l'étendue de cette cible-là. Et pour nous, c'est essentiel d'inclure du contenu recyclé parce que c'est ce qui permet de tirer toute la chaîne de recyclage du plastique. Si les plastiques usés ont une valeur parce qu'il y a des gens comme nous et comme Keurig qui leur donnent de la valeur dans leurs produits, bien, ça donne l'opportunité aux centres de tri, aux recycleurs d'investir parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vendre leur matière à un bon prix et avoir une sécurité aussi à la fin. Donc, pour nous, c'est essentiel que nos produits aient du contenu recyclé. Puis en faisant ces trois objectifs-là, donc recyclable en théorie, aider à recycler en pratique et avoir du contenu recyclé, mais on sent qu'on joue un rôle un peu partout dans la chaîne. Donc, c'est nos trois grands objectifs d'ici fin 2025. Des objectifs ambitieux. Du côté de Keurig, M. Glorieux, qu'est-ce qu'il en est en termes d'objectifs? Alors, nous aussi, comme toute grande organisation, on a ces objectifs-là. Ça se recoupe, ça se recoupe. Nous, notre objectif qui va définitivement appuyer l'économie circulaire, c'est qu'on veut avoir 30 % de matière recyclée dans tous nos produits d'ici 2025. Donc, on doit vraiment mettre les bouchées doubles. Moi, j'aimerais revenir sur un point que Charles David a mentionné. On est un cofondateur du GAPC dont il faisait allusion. Et c'est important de dire qu'on doit réinvestir dans nos infrastructures de recyclage. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça. Ça fait trop longtemps qu'on néglige nos infrastructures, ce qui fait que le travail de Jean-Luc devient difficile. Okay? Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important, et ça on commence à voir, en fait, comme le disait Jean-Luc, la Chine qui a fermé tout ça a mis beaucoup de pression. Les gens ont certainement lu dans les journaux des pressions qui ont eu lieu sur nos centres de recyclage. C'est important que ça se fasse. Donc, le GAPC, c'est ça, c'est de pousser à ce qu'on soit un moteur pour parler aux différents paliers de gouvernement et aux différentes industries de dire il faut réinvestir, il faut avoir les bonnes méthodes pour ségréguer le plastique pour que nous, ensuite, on puisse commencer à avoir du plastique de qualité. Je pense que tu l'appelles le feedstock, Jean-Luc, c'est ça ton terme. Donc, c'est important d'avoir cet élément-là. Quand vous dites infrastructure, c'est surtout les centres de tri? Centres de tri. Centres de tri. Il faut qu'on investisse. Il y en a qui se font je pense à la Chine, à d'autres, mais il y en a d'autres aussi qui en ont besoin. Et nous, on veut être un moteur derrière ça. On fait également partie du Pacte canadien sur le plastique. Donc, un de nos objectifs, c'est de faire, on fait également aussi, on est dans la liste dont MacArthur que Charles David disait, on doit avoir plusieurs voies pour s'assurer qu'on commence à vraiment avoir une infrastructure qui se tient. Nous, c'est notre engagement. On est avec les consommateurs. Si vous achetez une Comini maintenant, vous allez le voir, c'est mis entre 20 et 30 % de plastique recyclé. On commence ce message-là. On sent qu'on a une voix importante à parler aux clients. J'ai bien hâte de voir comment ils réagissent. Il y a quelque chose entre nous de dire ça, mais quand on parle aux consommateurs, je suis optimiste. Mais j'ai bien hâte de voir comment les choses vont se développer. Mais c'est notre engagement, ça. On va être cette voie-là, on le sait. Dans ce panel-ci, c'est nous qui parlons vraiment avec nos produits à tous les jours à ces consommateurs-là. Puis moi, je suis très confiant qu'ils vont embarquer avec nous. Puis après ça, la roue commence à tourner.
hein. Puis là, ça devient plus facile. Mais actuellement, on a besoin de se regrouper. On parlait de collaboration tout à l'heure. On a besoin de créer ce genre de réseau, d'associations, de panels comme on a aujourd'hui. Il faut qu'on en parle pour que les gens embarquent avec nous puis fassent aller ça encore plus vite. Merci. On va prendre des questions du public parce qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont entrées. Alors, je vous soumets une première question. Est-ce que financièrement, vous avez vu des retombées du fait de vos projets en économie circulaire? On pourrait prendre, disons, 2 personnes qui proposent une réponse, qui se lancent. Je peux peut-être commencer. Charles-David? Dans le fond, c'est certain que, comme je disais, il y a une demande qui est forte pour les produits éco-responsables d'emballage, notamment. Donc, malgré que la transition se fait tranquillement, elle est certainement enclenchée. Et donc, c'est sûr que pour nous, c'est un choix stratégique aussi qu'on veut aller chercher soit des clients supplémentaires ou on veut fidéliser des clients qu'on a déjà. Donc, de ce côté-là, c'est certain qu'il y a un objectif de gain financier. Mais il y a aussi la même chose au niveau de notre intégration verticale. Donc, le but d'intégrer verticalement une partie de notre chaîne d'approvisionnement, oui, c'était pour sécuriser notre approvisionnement en résine, c'était pour s'assurer de la qualité, mais aussi évidemment pour s'assurer que s'il y a beaucoup de fluctuations sur le marché, sur le prix des résines, autant vierges que recyclées, bien, sachant que nous-mêmes, on va les produire, on va avoir un plus grand contrôle sur le prix de notre intrant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important aussi à réfléchir. Donc, on s'assure qu'on va avoir un prix raisonnable pour pouvoir utiliser ces résines recyclées-là quand la demande, et on l'entend, la demande devient de plus en plus grande. Donc, on sait ce qui se passe quand la demande est plus grande et l'offre est plus basse. Donc, le prix a tendance à monter. Donc, c'est aussi dans cette démarche-là qu'on établit notre stratégie d'économie circulaire et d'intégration verticale. Merci. Donc, c'était une question de M. Ravary. Merci pour ça. On a une autre question qui nous dit « Est-ce qu'il y a une collaboration entre TC et Groupe Lavergne? » Charles-David, tu veux-tu répondre? Moi, je peux y répondre. Pas pour l'instant, disons, peut-être indirectement un peu bientôt avec le GAPC. C'est sûr que je pense qu'on touche dans des résines qui sont différentes. Donc, quand on parle de plastique, il y a différents types de plastique. Donc, le plastique n'est pas qu'une seule entité, il y en a plusieurs. Donc, le projet que fait Jean-Luc avec les gens de Keurig est sur un autre type de résine que ce que nous, on utilise. Donc, nous, majoritairement, on regarde les plastiques souples, donc les sacs, les pellicules, ce qu'on appelle le LDPE, donc le polyéthylène de basse densité. Le numéro 4, si vous regardez vos produits, on parle des sacs de pain, du Publisac, justement, des sacs d'épicerie, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est vraiment notre expertise à nous qu'on veut avoir dans le recyclage. Jean-Luc, je vais te laisser parler de la vôtre, mais on partage un peu, mais on n'est pas nécessairement dans les mêmes sphères. Effectivement, ce qui est drôle, c'est qu'on rencontré un peu plus tôt cette semaine. Et puis, pour ma part, moi, ça fait quand même longtemps qu'on est dans le domaine. Et puis, si on regardait tout à l'heure ce que Stéphane disait en termes de collecte sélective, pour nous, on avait commencé à travailler avec ça. Et malheureusement, avec toute la complexité, puis je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'était beaucoup plus long, on a décidé de s'abstenir de régler avec les plastiques souples. Notre technologie n'est pas reliée sur une matière en tant que telle, elle est reliée sur une façon de t'opérer. Et c'est sûr et certain que dans la mode de collaboration, pour revenir à ce que Charles-David disait, avec le GAPC, nous, on a décidé de réembarquer. Et dans un contexte que si on voit on est très, très impliqué pour faire en sorte qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de matières premières. Parce que pour nous, on n'a pas de réacteur dans le cours. Hein. Si on n'est pas capable d'avoir de la matière, bien, on ne peut pas vendre. Fait que pour nous, la matière première est importante, mais elle ne peut pas venir comme elle était faite dans les façons antérieures. Donc, on est prêt à s'impliquer, on est prêt à mettre les énergies, à investir. On est d'ailleurs dans un projet assez considérable pour pouvoir regarder ça. Et effectivement, ça va faire partie des collaborations qu'on va vouloir travailler avec des gens comme Transcontinental parce que ça prend des compagnies comme eux qui veulent se commettre à le faire. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut le faire. Il faut être vrai, il faut être véridique. Et pour nous, ce qui est vraiment un challenge majeur, c'est qu'on se bat contre des grands joueurs qui vendent la résine vierge. On parle de fluctuation de prix. On sait que dans les matières commodités, l'année passée, les résines étaient en chute libre totale. Cette année, c'est des augmentations qui ne s'est jamais vues.
On peut donner les raisons, là, comme le Texas et tout et tout, mais on parle dans le côté recyclage. Quand on réussit à travailler avec ça, puis quand on parle de relations d'affaires, on peut prouver, nous, on l'a prouvé parce que ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça, mais avec des clients on a des prix stables de 2 à 3 et 4 ans. Ça ne se voit jamais, ça, dans la transaction des matières vierges. Donc, si on regarde le recyclé sur une base plus long terme, on amène la stabilité. La qualité, c'est comme se lever le matin. Si on ne fait pas qualité, le même gratuit, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et le commitment d'avoir des grands donneurs d'ordre ou des grands joueurs comme TC qui sont prêts à aller de là-dedans, mais là, pour nous, ça nous intéresse plus de commencer à s'impliquer et à grandir la source d'approvisionnement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est très, très commis à faire en sorte que la collecte sélective, on aimerait bien en faire partie et à ce moment-là, pouvoir desservir plusieurs clients qui veulent avoir de la matière recyclée de haute qualité. Effectivement, la qualité est toujours la première condition d'importance. Une autre question de M. Tsingakis, donc de l'Association industrielle de l'Est de Montréal. Alors, je vous la lis. Bien que l'implantation de l'économie circulaire est déjà amorcée, notamment grâce au projet Synergie Montréal, on constate que son déploiement doit s'accélérer. Quels sont, selon vous, les enjeux de dissémination de l'économie circulaire au sein des PME auxquels on devrait s'attaquer en premier? Qui veut se lancer? Ben moi je peux dire, les enjeux, on en a parlé, c'est d'avoir une infrastructure qui soit prête à répondre à nos demandes. Je pense que c'est là où on sent, là, vous avez vu, Transcontinental a des objectifs, on a des objectifs, puis je peux faire ça avec tous mes clients. Ça commence, là, on commence à vraiment s'activer de façon importante. Donc, il va falloir que l'infrastructure suive parce que sinon, on va se retrouver avec ces limitations-là ou pire, être obligé d'importer nos plastiques. Imaginez, on pourrait aller jusque-là. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est de s'assurer qu'on traite les matières résiduelles au Québec, au Canada. Et donc, ça, c'est important. Puis, pour le fait de dire comment une plus petite entreprise lance, moi, je pense qu'au contraire, je pense qu'elle peut aller plus vite, une plus petite entreprise, parce qu'elle n'a pas justement, nous, Jean-Luc, quand c'est quelque chose, quand on commence à vouloir être un de nos fournisseurs, c'est un parcours du combattant. Là. Et donc, je pense que tu as même dû aller en Asie 2-3 fois là, pour les convaincre que tu étais sérieux et que tu allais avoir le même produit. C'est la régularité. Hein, qu'on fait. Nous, on a vendu 1 million d'infuseurs au Canada cette année. Donc, les gens s'attendent à avoir cette continuité-là. Donc, un plus petit fournisseur ou une organisation plus de taille plus, je dirais, plus petite et moyenne, moi, je pense qu'elle peut être beaucoup plus innovante. Puis tant mieux. Moi, je fais un appel parce que je pense que c'est en bourgeonnement. Jean-Luc, tu es probablement celui le mieux placé avec plus de 30 ans d'expérience, mais on a eu des discussions, toi et moi, puis je pense que tu es en train de dire ça bouge, là. Donc, je pense que qui s'intéressent. Je sais qu'il y a des fonds d'investissement qui se spécialisent là-dedans. Et moi, je m'en rapproche d'ailleurs. Je veux comprendre un peu plus comment ça fonctionne et peut-être éventuellement leur donner un coup de pouce. Mais c'est un beau temps, ça, pour s'y intéresser et s'investir là-dedans. Allons-y, allons-y. Si je peux rebondir rapidement, Christine, je suis totalement en écho à ce que Stéphane vient de mentionner. Je vais utiliser un exemple d'une compagnie québécoise qu'on a ici qui s'appelle Aliments Jardy, qui est basée dans le coin de Granby, dans les cantons de l'Est, Sherbrooke. Nous, on est sorti avec un nouvel emballage 100% recyclable, fait en PE, qui est assez innovant et ça a été dans les premiers, probablement les deuxièmes en Amérique du Nord qui ont fait le choix de changer pour cet emballage-là. Justement, parce qu'il y avait cette flexibilité-là, peut-être en tant que plus petite entreprise, de faire des changements d'inventaire plus rapides. C'est ça. Donc, je pense que les petits joueurs ont un rôle important à jouer, à être ce qu'on appelle en anglais les early adopters, les premiers à changer, dans le fond, leur chaîne. Et les grands joueurs vont suivre après. Donc, c'est pas long quand on voit que certains petits joueurs ont fait des choix. Les grands joueurs commencent à cogner à la porte et à dire « Ah, est-ce qu'on peut le faire nous aussi? » Donc, je ne sous-estimerai pas le rôle que jouent les PME. N'hésitez pas à parler à vos fournisseurs, n'hésitez pas à parler aux membres de
de votre communauté industrielle, notamment, aux membres de votre chaîne de valeur en amont et en aval. Je pense qu'il y a énormément de synergies qui peuvent se faire à petite échelle et je pense que les PME sont même peut-être en meilleure position ou plus flexibles que nous pour le faire, du moins plus rapidement. Peut-être pas à la même échelle, mais plus rapidement. Donc, je confirme ce que Stéphane a mentionné. Excellent. Des bonnes nouvelles pour nos PME et leur influence, en fait, sur le cours des choses pour les années à venir. On a une dernière question du public là, que je vous communique avant de conclure. Donc, comment dans vos organisations respectives gérez-vous la fin de vie utile de votre matériel informatique? Faites-vous recycler vos ordinateurs? Prennent-ils le chemin du réemploi pour prolonger leur durée de vie et qu'ils puissent servir dans votre communauté dans un esprit d'économie circulaire? Ça nous vient de M. Sad Septi. Moi, je peux me mouiller ici. Nous, je vais faire le parallèle. C'est pas juste dans les matières informatiques, mais on a aussi nos infuseurs. Et donc, on a déjà des associations avec ce que j'appellerais des experts dans le démantèlement pour s'assurer à faire la bonne ségrégation. Ça fait des années qu'on est là-dessus. Et c'est intéressant parce que maintenant, on commence à mettre des joueurs ensemble. Je sais que Jean-Luc, tu t'es rapproché d'eux à un moment donné en te disant, ben écoute, moi, je peux également jouer là-dedans. Donc, c'est ça qui est le fun quand on commence ce genre de discours-là. Il y a des connexions qui se font qu'on n'avait pas prévues au départ. Un autre exemple, Jean-Luc a un équipement maintenant en fonction dans son usine qui nous aide à prendre nos capsules qui n'ont pas réussi à passer des tests de qualité et directement les recycler. Donc, ça, on n'avait pas commencé ça. Là, ça vient d'arriver. Je pense qu'on est en démarrage. Donc, c'est très important d'avoir ce genre de créativité-là. Puis, je suis sûr qu'on va continuer dans le futur. Excellent. Ben voilà qui conclut notre conversation. Un grand merci pour ces échanges très inspirants, riches en exemples également, très concrets, bien que l'économie circulaire soit encore un concept pour bien des gens. Vous le vivez au quotidien et c'est très intéressant et inspirant de vous entendre. Maintenant, je passerai la parole en fait au député, M. Richard Campeau, donc député de Bourget et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour faire un mot de conclusion. Bonjour tout le monde. Bien, bonjour à tous, mais en particulier Christine Fréchette, notre présidente. Ça me fait plaisir de vous rencontrer de nouveau. Toujours un plaisir de vous voir, même virtuellement. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai un masque d'abord. C'est parce que je viens d'arriver de Québec. Je me suis déconnecté de la Réunion et reconnecté et je suis à la gare actuellement. Et je n'ai pas le choix. Vous savez qu'hier, c'est la journée de commémoration de 1 an de pandémie. J'étais à Québec, j'étais là. C'était vraiment impressionnant. Je connais des gens qui ont souffert de la COVID. Je connais des familles endeuillées. Ma belle-mère est décédée de la COVID. C'était extrêmement émouvant d'être à cet endroit-là. C'était très simple comme endroit. Tellement émouvant. Alors, merci de me donner la chance de dire quelques mots sur l'économie circulaire. C'est définitivement l'économie circulaire, un facteur de transition vers l'économie verte qu'on veut pour le Québec. On parle toujours de réduire l'impact environnemental, de créer des emplois de qualité. C'est comme un motto qu'on entend de la part du gouvernement du Québec depuis 2018. Je pense que l'Est de Montréal est extrêmement bien placé par rapport à ça. J'aimerais vous mentionner qu'il y a eu la création récemment d'un réseau de recherche québécois en économie circulaire. Et le mandat, c'est vraiment d'accompagner le déploiement de cette économie circulaire. Et je vais revenir sur le déploiement et l'importance de connaître les gens et de se connaître. Pour répondre à quelques questions qui ont été mentionnées tantôt sur les centres de tri, vous avez complètement raison, on est en retard, il y a un manque d'investissement là, la qualité des matières n'est pas acceptable, le verre continue de contaminer. Mais hier, j'ai eu la chance d'être le porte-parole pour l'adoption du projet de loi 65 sur la modernisation des systèmes de consigne et de collecte sélective. Il n'y a rien de fait encore, c'est juste un projet de loi qui est adopté, mais c'est le premier pas qu'il fallait faire pour vraiment aller vers une modernisation qui est largement due. Ça va se faire en 2022, 2023, 2024. On m'a toujours dit que je ne faisais pas les affaires comme tout le monde. Je pense que je vais continuer aujourd'hui
Au lieu de juste faire des remerciements à tout le monde, je vais vous revenir sur une façon un peu détournée sur beaucoup de choses que vous avez mentionnées. Pour moi, dans l'économie circulaire, il y a deux choses qui sont très importantes. La distance et se connaître. Et la distance, je vais vous prendre un exemple tout à fait terre à terre que je connais très bien parce que je viens des pâtes et papiers. Une scierie qui est dans la cour d'une usine de pâtes et papier, ça vaut la peine. Le brandier est à côté, l'écorce est à côté, on réutilise tout ça d'une façon optimale. Mettez la même scierie à 300 km, 400 km de là, les coûts de transport font que c'est difficile. Alors, donc, la distance est toujours important, même si des fois la matière première est donnée. La deuxième chose, je voulais vous parler de se connaître. Se connaître, c'est assez simple. Quand quelqu'un vend ou donne un sous-produit qui devient un intrant pour quelqu'un d'autre, tel que Christine Fréchette l'a mentionné, c'est important de la stabilité, de la qualité de ce produit-là. Mais quand même, le producteur initial produit son produit et l'autre, c'est un sous-produit. Il faut se faire confiance. Il faut avoir confiance que la qualité, même du sous-produit, sera bonne et sera stable. Alors, c'est pour ça qu'il faut se connaître, être en contact constant. Et quand j'entends parler Keurig et le groupe Lavergne, ben, c'est évident, ils se connaissent, puis ils se suivent, ils s'entraident. Autrement, je pense que ça ne marcherait pas. En tout cas, ça ne marcherait pas aussi bien. Alors, l'Est de Montréal est très bien placé par rapport à ça. Il y a beaucoup d'industries. Il y en a qui disent qu'il y en a trop. Moi, je dis qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Elles sont proches. Alors, la distance est là. Ils se connaissent, la collaboration, elle est là. Elle est là parce qu'il y a une association qui permet de se rencontrer et parce qu'on a une Chambre de commerce de Montréal dynamique qui permet aussi de se rencontrer. Alors, merci à Keurig, merci au groupe Lavergne, merci à Transcontinental, merci à Suncor pour vos présentations. C'est important et merci à la Chambre de commerce de Montréal d'avoir organisé ce colloque sur l'économie circulaire. On a besoin de votre dynamisme et on a besoin du dynamisme de Christine Fréchette. Merci beaucoup. À la prochaine. Beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Campeau. Et je reviens sur votre idée de proximité des acteurs. Je pense que c'est ce qui donne une force aussi à l'Est de Montréal parce qu'on a une concentration d'acteurs, on a une concentration de projets en économie circulaire. Et puisque la distance fait une différence, eh bien, je pense que c'est un avantage important pour l'Est de Montréal qui est cette concentration-là parce que ça fait partie des éléments de réussite des démarches en économie circulaire. Donc, merci beaucoup, M. Campeau. À nouveau, un grand merci à nos panélistes, M. Lavergne, M. Mathieu Poulain, Mme Labelle, M. Glorieux. Ce fut vraiment un grand plaisir que d'échanger avec vous, d'entendre votre expertise être partagée avec nos membres. Merci d'avoir accepté cette invitation et de vous être prêté à l'exercice. Pour conclure, j'aimerais juste vous partager deux informations rapides. Alors, d'une part, bon, si vous suivez notre calendrier d'événements, vous êtes probablement au fait que la semaine prochaine, nous recevrons le PDG d'Investissement Québec, M. Guy Leblanc, de même que le responsable de la région Montréal à Investissement Québec. Donc, c'est le 18 mars à 9 h. Ce sera l'occasion de poser vos questions sur le nouveau rôle d'Investissement Québec et le type de soutien et d'accompagnement qu'ils peuvent vous offrir. C'est l'acteur d'importance, je vous dirais, dans la dynamique québécoise économique. Et également, nous voulions vous informer que la Chambre lance son parcours en éco-responsabilité en partenariat avec le Conseil des industries durables du Québec. C'est un parcours donc, qui va permettre aux entreprises de l'Est de se démarquer en tant que leader éco-responsable en vue d'obtenir la certification internationale EcoCert. Le programme d'accompagnement en éco-responsabilité va comprendre la formation en ligne, de même qu'un accompagnement personnalisé de 15 heures pour chacune des entreprises participantes avec un agent éco-leader. Donc, il y a une séance d'information qui va être offerte sur le programme éco-responsabilité le 27 avril prochain. Donc, vous avez dans la section chat ou questions et réponses l'information relativement à cette séance d'information. Ça va également faire partie de notre bulletin. Donc, on vous invite à considérer la chose si vous êtes enclin à donner suite à tous les propos intéressants et
structurants pour l'avenir que nous avons eu ce midi. Donc, merci encore à vous tous et au plaisir de vous recroiser prochainement. Merci et à bientôt.